Donc pour clore ce deuxième colloque, qui m'a invité à réfléchir et à partager cette réflexion sur quelque chose qui dépasse l'objet même du thème de ce colloque, qui rapproche les aidants et qui est partie de la réflexion sur le répit. C'est effectivement cette notion de nécessité de penser des nouvelles formes de solidarité dans notre société qui, si elle n'investit pas, de mon point de vue, cette question, comment créer ou recréer des solidarités, court éventuellement à sa perte, les solidarités étant à la base de nos sociétés. Une société n'existe que parce que les solidarités existent entre les hommes qui constituent cette société. Alors je voudrais peut-être dans un premier temps expliquer ou tenter d'expliquer en quoi nous sommes contraints, amenés en tout cas à repenser ces questions de solidarité, et puis dans un deuxième temps peut-être essayer d'ouvrir les champs possibles des nouvelles formes de solidarité qui peuvent exister, dont finalement les rencontres pour le répit les rencontres des aidants sont, à mon avis, une expression de ces nouvelles formes de solidarité. Alors, dans la première partie de mon propos, c'est-à-dire comprendre pourquoi on est amené à penser à des nouvelles formes de solidarité, et bien sûr je parlerai de là où je me situe, c'est-à-dire modestement en tant que médecin qui essaie de regarder au travers du prisme de la médecine l'évolution de la société dans laquelle il vit, en gros. Donc pour penser les raisons pour lesquelles nous sommes amenés à penser des nouvelles solidarités, je réfléchirai avec vous à l'émergence concomitante de nouvelles formes de vulnérabilité dans notre société, de nouvelles formes de précarité dans notre société, de nouveaux droits des personnes vulnérables, avant d'essayer de voir ce que ces questions de solidarité pourraient, ou comment ces questions de nouvelles formes de solidarité pourraient se matérialiser. En sachant que mon propos, puisqu'il est conclusif, est plus une ouverture qu'un enfermement dans la pensée. Alors, des nouvelles formes de vulnérabilité, là encore, le médecin que je suis, le soignant que je suis, mais aussi finalement l'observateur que nous sommes, nous autres, les acteurs de santé, nous voyons bien que plus notre société avance, plus elle progresse. Alors ça se traduit, comment ce progrès, c'est que le paradoxe du progrès s'incarne de notre vieillissement. Nos sociétés vieillissent, c'est un indicateur du progrès de nos sociétés. Nous sommes de plus en plus nombreux à pouvoir vivre de plus en plus longtemps en bonne santé parce que nous vivons dans un environnement qui est facilitateur. C'est une forme de progrès. Nous avons gagné des années d'espérance de vie en bonne santé. On le doit très probablement et très majoritairement à des grands progrès dans le champ de la santé, de l'éducation probablement, et puis très probablement la matérialisation de ces progrès peut être celle du développement sans précédent de la médecine, qui a permis, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à il y a presque 50 ans, de guérir de maladies dont on mourait, entre guillemets. Mais ça n'est pas tant cette dimension-là qui nous interroge. Si mon discours s'arrêtait là, à vous dire nous sommes de plus en plus nombreux à pouvoir vivre de plus en plus longtemps en bonne santé, eh bien voilà, quoi. Le monde est merveilleux. La réalité est que un corollaire de ce progrès, c'est la survenue de nouvelles formes de vulnérabilité, comme je le disais dans mon propos introductif. Du fait des avancées dans le domaine de la santé et de la médecine, je disais que nous sommes de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps. Ce que nous voyons de là où nous nous situons en tant qu'acteurs de santé, c'est de plus en plus de personnes qui vivent de plus en plus longtemps, mais pas en bonne santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un marqueur des avancées dans le domaine de la santé, c'est la possibilité de vivre longtemps avec pas une, mais des maladies et du handicap. Nous avons d'ailleurs, en tant que
professionnels de la santé, et enseignants et parfois chercheurs, à repenser d'ailleurs, y compris tout cet ensemble de corpus de formation à la lumière de ces populations nouvelles que nous avons à soigner. Je discutais avec un chirurgien il y a quelques jours qui me dit, un chirurgien orthopédique, je vous regarde parce qu'on discutait de chirurgie tout à l'heure, qui me disait, ce qui est embêtant avec l'époque actuelle, c'est qu'avant, les gens, quand on les opérait, ils sortaient, ils étaient guéris, quoi. Hein, et bien maintenant, d'abord c'est des vieux, alors on les opère du mieux qu'on peut, et on sait bien faire, opérer, mais dès qu'on pense quelque chose d'autre, on a l'impression qu'on hâte ou on déclenche la survenue de pathologies quiescentes. Et effectivement, une personne âgée est une personne vulnérable. Et il faut peu de choses, la réserve, hein, on parle de fragilité dans le champ de la gériatrie, la réserve fonctionnelle d'une personne âgée est très vite mise à mal lorsqu'elle a un ennui de santé. Alors ça c'est un exemple, hein, le résultat, pour parler de façon plus distanciée, le résultat de cette augmentation de l'âge avec des fragilités, c'est le nombre incroyable de personnes qui ont des troubles cognitifs graves. 1 million en France. 1 million de personnes sont atteintes de maladies de type Alzheimer. Nous avons donc, en une vingtaine d'années, contribué à générer cette réalité vulnérable. Hein, alors je pourrais prendre d'autres exemples. Hein. J'ai eu l'occasion, et je vais avoir l'occasion encore, alors au travers de mes activités au plan national, mais en tant que chercheur aussi, de travailler beaucoup sur les personnes en état végétatif chronique, hein, les avancées formidables de la médecine contribuent à rendre possible la survie ou la vie, je ne sais pas comment il faut qualifier cela, dans une situation où ce qui caractérise l'homme, sa conscience, sa capacité à interagir avec l'environnement, sa possibilité de remémorer des choses pour progresser, entre guillemets, n'existe plus. Hein. Il y a en France 1500 personnes, ça n'est pas rien, atteintes, porteurs d'un état végétatif chronique, dépendant totalement d'autrui pour leur propre survie. On ne peut pas trouver plus vulnérable que ces personnes. En gros, on ne s'en occupe plus, elles meurent. Donc on est, puis alors je pourrais prendre d'autres exemples, hein. Le champ de la cancérologie en particulier est probablement le domaine de la médecine qui a le plus progressé ces dernières années, qui nous permet de guérir certaines personnes de cancer dont elles seraient mortes dans le passé, mais qui fait que de plus en plus de personnes peuvent vivre de plus en plus longtemps avec une maladie qui ne guérira pas aussi. C'est un changement, un paradigme différent aujourd'hui qui fait que finalement ces situations de grande vulnérabilité, et c'est peut-être le versant un peu positif de tout cela, nous amènent petit à petit à voir notre propre vulnérabilité. Je dirais qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années maintenant, lorsque j'étais étudiant ou jeune médecin, on était porté par un courant qui nous laissait à penser que la médecine allait pouvoir tout guérir, tout permettre, peut-être de nous rendre immortels. En gros, je me souviens avoir vécu en tant qu'interne en médecine interne l'arrivée du sida comme une maladie qui nous confrontait à l'impensé, et à l'incapacité de comprendre, et à la réverbération très très gênante de notre incapacité même à soutenir la souffrance. Je me souviens de ce que nous disaient ces jeunes malades: vous n'êtes même pas fichus de traiter nos douleurs et d'accompagner nos souffrances. Voilà ce qui a probablement motivé, pour ce qui me concerne, un engagement dans le domaine des soins palliatifs. Mais, sauf qu'aujourd'hui, notre société a un peu déporté cet espoir qu'elle avait dans la médecine. Elle a probablement en partie modifié l'excès de confiance en parfois un certain degré de méfiance vis-à-vis de la médecine. Mais force est de constater que nous sommes de plus en plus convaincus, en regardant autour de nous, que nous sommes mortels. Ça valait peut-être le coup de... Je ne sais pas si ça vaut le coup de dire cela. Hein, les évidences sont parfois importantes à prononcer, parce que nous n'avons pas l'impression parfois que nous fonctionnons comme si nous avions conscience de notre finitude, en quelque sorte. Mais face aux personnes vulnérables, face à celles à qui nous devons, j'y reviendrai, une forme de solidarité, ne serait-ce que parce que nous voyons dans leurs yeux ce que nous allons advenir, entre guillemets,
aider autrui, c'est penser que l'on sera peut-être aidé soi-même, entre guillemets. Penser la solidarité, c'est ne pas s'oublier. Hein. J'y reviendrai probablement dans mon propos tout à l'heure. En tout cas, nous sommes aujourd'hui confrontés à des réalités nouvelles, d'avoir à faire face sur un plan, alors je parle en tant que soignant, mais sur un plan économique ou politique également, à des réalités de personnes vulnérables. Alors que nous vivons dans une société qui survalorise l'action, la performance, on parle beaucoup de la performance, y compris des établissements de santé, nos propres performances d'acteurs de santé, alors que nous sommes soumis à un rouleau compresseur normatif autour de cette question de la valeur de la vie qui serait corrélée à notre capacité à agir et à agir utilement et de façon rentable, nous voyons qu'émerge une population à laquelle nous concourons, à l'émergence de laquelle nous concourons, ce sont des personnes vulnérables qui ne peuvent pas entrer dans une dynamique de performance, ou en tout cas dont la performance se situe à un autre niveau. La performance des gens les plus fragiles, c'est de nous rappeler que nous le sommes nous-mêmes. Et de ce point de vue-là, c'est une œuvre de très grande utilité de nous rappeler que tout est relatif. La vie, entre autres, le bonheur également. Donc, de nouvelles formes de vulnérabilité, c'était le premier point avant d'aborder la question de la nécessité des solidarités. Le deuxième point, c'est des nouvelles contraintes financières. Nous vivons dans un monde économiquement contraint. Je ne vais pas particulièrement développer cela, mais pour le dire simplement, je crois, et là encore au travers du prisme qui est celui du domaine de la santé, nous savons dans le domaine de la santé que nous n'avons plus les moyens de toutes nos capacités et de toutes nos ambitions. Nous ne pouvons plus financer tout ce que nous saurions faire, entre guillemets. Alors c'est vrai que ce discours est un peu tristounet, hein, quand je vous parle comme ça, c'est pas un discours qu'on entend de la bouche de nos décideurs politiques. Hein. D'ailleurs, l'acteur politique en cette circonstance particulière du moment, là, qui dirait j'ai l'honneur de vous annoncer que nous n'avons plus les moyens de toutes nos ambitions, celui-ci, il aurait à peine fini sa phrase qu'il aurait fini sa carrière en même temps. Donc on ne dit pas cette réalité, qui pourtant en est une, puisqu'on la ressent, nous, on voit bien que nous ne pouvons plus financer le progrès dans tous les champs où il est possible de le financer. Si je vous dis ça, c'est que le corollaire de ce constat-là, c'est la nécessité dans un État démocratique de réfléchir à ce qui devient prioritaire, ou aux choix que nous allons faire. Faire des choix en matière de santé, faire des choix en matière d'économie, mais je vais rester dans le domaine de la santé pour être à peu près dans un champ où je peux communiquer. Faire des choix dans le domaine de la santé, ça nécessite d'en discuter. Or, nous n'en discutons pas. Puisque nous ne disons pas que nous n'avons plus les moyens de toutes nos ambitions, nous ne mettons pas au sujet la discussion sur comment faisons-nous nos choix. Et que se passe-t-il lorsque, dans un État démocratique, nous n'utilisons plus le débat socratique pour pouvoir avancer? Eh bien, on recule. Une conséquence que je commence à entrevoir, et je l'ai déjà dit à des collègues, je l'ai vu en particulier ces dernières années, j'ai été beaucoup auditionné dans le cadre des propositions qui sont devenues lois relatives au droit des personnes malades à la fin de la vie en particulier, c'est le champ dans lequel je travaille. J'ai été vraiment plus d'une fois interpellé par des élus, nos élus, me posant la question suivante, au terme d'échanges que je pensais avoir été nutritif. Question suivante, c'est beau ce que vous dites, vous savez, quand quelqu'un vous dit ça, vous avez intérêt à vous méfier. Hein. C'est beau ce que vous dites, mais dans les faits, ça sert à quoi de maintenir en vie des grands handicapés ou des personnes âgées très vulnérables? Et les gens qui me disaient ça n'étaient pas des extrémistes patentés. En tout cas, ils n'avaient pas l'impression de l'être. Vous voyez qu'on arrive à penser cela, ou à intégrer cela dans une forme normative du discours, est révélateur de ce que nous devons faire, c'est-à-dire résister contre cela. Dans une démocratie, en tout cas je vous donne mon opinion personnelle, hein, dans une démocratie, et parce que nous sommes dans une démocratie, nous avons un devoir qui est au-dessus de tous les autres, entre guillemets, c'est de protéger les personnes les plus fragiles. C'est pas de dire, on va décider pour elles, puisqu'elles ne peuvent plus décider. On voit bien ce que l'on peut faire de la décision pour autrui, entre guillemets. Celui qui ne peut plus participer à un débat parce qu'il est fragile, qu'il est vulnérable, entre guillemets, doit être privilégié dans nos choix de société.
Mais je parle de nouvelles contraintes économiques et financières. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait qu'en termes de vulnérabilité, puisque c'est de ça que je veux parler, nous sommes de plus en plus souvent confrontés à la question de la précarisation générée par la maladie. Je m'explique. Et c'est corrélatif de ce que je vous ai dit avant. De plus en plus de personnes peuvent vivre de plus en plus longtemps avec des maladies. Donc, ce de plus en plus longtemps se traduit par, dans les faits, une forme de précarisation, voire de pauvreté générée par l'état de maladie chronique. J'ai eu l'occasion, comme Henri le disait tout à l'heure, de diriger l'Observatoire national de la fin de vie. Nous avions mené il y a 2 ans des travaux sur fin de vie et précarité. Et d'ailleurs, j'avais été surpris de voir combien, à la fin de la vie, il y avait beaucoup plus de précaires qu'au milieu de la vie. Parce qu'à la fin de la vie, il y avait beaucoup de gens qui avaient, et c'est corrélatif de ce que je vous disais tout à l'heure, n'ont plus eu les moyens de survivre, entre guillemets, et de se soigner, et de contribuer à faire vivre leur environnement familial, entre guillemets. On a été surpris, hein, nous, de rencontrer dans ces travaux que nous avons menés des gens très malades qui vivaient dans leur voiture. On a été très surpris de voir des gens qui abandonnaient les soins du fait de leur précarité. Donc nous sommes confrontés à cette forme de vulnérabilité, et je crois que ces parts invisibles, ces réalités invisibles, elles sont peut-être invisibles, mais réelles quand même. Et donc il faut les entendre. Le dernier point, pour illustrer cette question des nouvelles formes de vulnérabilité, il est peut-être un peu plus complexe à aborder, parce que c'est un point qui concerne la poussée corrélative à ce que je vous ai dit tout à l'heure des droits des personnes malades. Plus notre société avance, plus elle se fragilise, et plus par méfiance, je crois, elle se dote d'un arsenal juridique, le droit, qui la protège, qui protège les individus. Nous sommes, la France, le pays qui s'est doté d'un droit très particulier, c'est la loi Kouchner du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui a mis la personne malade comme le principal décideur de sa santé. Depuis 2002, personne n'a le droit de décider de ma santé. Je suis celui qui, si je suis en situation d'être malade, devra donner son accord, voire son refus, pourra donner son refus à des propositions que des médecins, des soignants nous feront. De nombreuses lois depuis 2002, et puis d'ailleurs je parlais tout de suite de la loi relative aux droits des malades qui s'est modifiée en février 2016, nous avons donc le droit de ne plus souffrir, pour le faire simple, et particulièrement, juste avant de mourir, on a le droit de ne pas être obligé de souffrir pour mourir. Alors, le dire comme ça paraît une évidence. Dans les faits, c'est autre chose. D'ailleurs, la loi laisse à penser qu'on pourrait trouver un remède à la souffrance. Enfin, moi, je suis demandeur et preneur s'il existe ce remède, il faudra le rendre universel. Mais dans les faits, ce que laisse à penser cette évolution du droit, c'est d'une part que l'on a besoin de se doter du droit pour se défendre, revendiquer ses droits, et d'autre part, je pense que les textes de loi qui s'accumulent pour défendre les droits des personnes malades ne doivent pas nous faire oublier que la question de l'autonomie qui est sous-tendue par ces droits, le droit de décider pour soi-même, le droit de refuser des traitements, cette autonomie que l'on prête volontiers à autrui malade est un leurre, pour partie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je vais être très kantien mon propos, mais je ne pense pas qu'on puisse exercer son autonomie de décision, j'entends, sans autrui. Lorsqu'on est atteint d'une maladie grave et qu'il s'agirait de décider ce qui est bon pour soi, il faudrait donc être capable de sortir de son propre corps et se regarder comme un cas clinique. Aller chercher la science, l'évidence base de médecine, c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on fait en médecine pour essayer de justifier des orientations que l'on va prendre pour soi, entre guillemets. Dans les études
qui ont été menées ces dernières années sur l'exercice de l'autonomie de la personne malade. On est surpris de voir, alors que c'est écrit en toutes lettres dans la loi, la majeure part de ce qui est écrit en toutes lettres dans la loi, c'est je décide de ce qui est bon pour ma santé par moi-même, en utilisant les connaissances que les acteurs professionnels ont. Ce que l'on voit dans les études qui ont été menées, c'est que la très très grande majorité des personnes, lorsqu'on les confronte à cette vision de l'autonomie, disent ben, écoutez, faites pour le mieux. Ce qui est bien légitime, de mon point de vue. Je pense qu'effectivement, il est tout simplement impossible d'être totalement autonome. On ne peut être autonome que si l'on est avec autrui dans une relation de confiance pour pouvoir discuter de ce qui est le moins mauvais pour soi. C'est une vision, je fais de la philosophie à la petite semaine, mais c'est une vision assez kantienne de l'autonomie. De la même manière, n'imaginons pas que si l'autonomie n'est pas un absolu, l'autonomie de décision n'est pas un absolu, elle ne peut pas exister comme absolument absente. Hein, je considère que plus une personne est vulnérable, donc plus son autonomie souvent est atteinte, son autonomie de décision, plus il faut que nous pensions à préserver cette autonomie, certes diminuée, mais toujours présente, relative, mais toujours présente. Même quelqu'un qui est atteint d'une maladie très évoluée, qui atteint le système nerveux, comme une maladie de type Alzheimer, arrêtons de considérer, comme on a tendance à le dire, qu'elle ne comprend pas. Ayons plutôt tendance à dire que nous ne comprenons pas ce que comprennent les personnes. Ce qui nous laisse à penser que si l'on regarde la personne qui certes a perdu son autonomie, mais comme en ayant une résiduelle, nous allons lui expliquer ce qu'elle a, nous allons lui parler et nous allons la respecter. Quand on pense que la personne n'a plus d'autonomie, on ne lui parle plus, ce que je vous dis est prouvé par des travaux de recherche, on ne lui parle plus, on décide pour elle, et elle est objetisée, voire absente. Donc j'en viens, de mon point de vue, à la nécessité, vous voyez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'exercice de l'autonomie nécessite une forme de solidarité. Pour que je puisse permettre à quelqu'un qui n'a plus beaucoup d'autonomie psychique d'être encore soi-même par soi-même, cela veut dire qu'il faut que je l'aide. Il faut que je la respecte. Le minimum de l'aide qu'on doit à quelqu'un, c'est de ne pas nier le sujet qui est en face de nous. Le sujet, c'est celui qui dit « je ». De la même manière, la solidarité que je dois développer vis-à-vis de quelqu'un qui a en apparence une autonomie psychique conservée, c'est de considérer que même autonome, on peut ne pas pouvoir décider pour soi. Et qu'on doit donc s'entraider autour de tout cela. Mais ça n'est pas tant cette forme de solidarité, quoiqu'elle est, à mon avis, très importante, dont je voulais vous parler dans la deuxième partie de mon propos. J'en arrive à ce deuxième temps de mon propos où, effectivement, nous voyons bien que nous avons fait, où nous avons contribué, où nous contribuons à faire en sorte que nous sommes confrontés de plus en plus souvent à des personnes de plus en plus fragiles, dont l'autonomie est altérée parfois, et dont la capacité à exercer son autonomie est altérée. Ces personnes, c'est pas quantitativement négligeable, et quand bien même ça ne serait pas important sur le plan quantitatif, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, l'exercice de la démocratie se regarde à notre capacité à respecter les personnes les plus vulnérables. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui face à la montée sans pareil du nombre de personnes dépendantes, du nombre de personnes âgées, ralenties, et du nombre de personnes malades chroniques, chronicisées, ne pouvant pas guérir, mais ne pouvant plus participer d'un système social, économique, qui a tendance à dévaloriser ces personnes. Nous sommes, à mon avis, pour l'avenir de notre démocratie, appelés à réfléchir à ce que devront ou devraient être des nouvelles formes de solidarité pour aider ces personnes fragiles, les personnes qui s'occupent de ces personnes fragiles. Et qu'est-ce que c'est que ces nouvelles formes de solidarité auxquelles nous devrions penser? Alors, je sais, pour en avoir discuté avec mes collègues tout à l'heure, que se sont débattus finalement dans les ateliers beaucoup d'expériences solidaires, finalement, et probablement ce qui s'est dit dans les ateliers est bien plus pragmatique que ce que j'évoque là, hein, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on a toujours
on a un peu facilement tendance à assimiler solidarité et bénévolat. Et je pense qu'il ne faut pas faire cette assimilation. Je pense qu'il ne faut pas nier l'importance du bénévolat dans notre société par rapport à la question de la solidarité. Ça me semble une évidence. Les associations qui portent souvent le bénévolat sont probablement le ferment de la créativité dans notre société. Ça, c'est une évidence. Et de ce point de vue-là, je ne vais pas y insister, mais nous avons beaucoup à progresser. Le bénévolat dans notre culture est assez peu développé, voire il est regardé avec un peu de suspicion. Je l'ai déjà dit ailleurs, je travaille beaucoup pour des raisons de recherche avec des collègues canadiens, et je suis toujours surpris depuis plusieurs années que je vais à Montréal de voir comment le bénévolat est consubstantiel à l'éducation et à la vie, tout simplement. Quand on n'exerce pas une forme de bénévolat, quand on est canadien, on est suspect. On franchit l'Atlantique, quand on exerce une forme de bénévolat, on est suspect. Enfin, je caricature à peine, mais on a une méfiance vis-à-vis du bénévolat qui était un peu étonnante et qu'il s'agit, à mon avis, s'agirait, à mon avis, de changer. Mais je vous disais que je pense qu'il faut se méfier de cette propension qu'ont certains à penser que tout ce qui est solidaire est bénévole. Je ne le crois pas. Je pense d'ailleurs qu'une incarnation de la solidarité, une incarnation politique des nouvelles formes de solidarité pourrait se traduire dans la valorisation de métiers existants. Je pense au métier de l'aide à domicile, par exemple, pour les gens les plus vulnérables. Je reste très surpris de voir que les professionnels qu'on envoie auprès des gens les plus en souffrance pour les aider à trouver sens à leur existence dans un lieu qui fait sens, leur domicile, sont des gens qui sont les moins formés et les moins payés. Et je trouve assez étonnant cela, alors que notre société est une fabrique de vulnérabilité, qu'on continue à ne pas regarder cela d'une façon différente. Je crois qu'il va falloir revaloriser ces professions de l'aide à domicile, beaucoup mieux former les personnes, et beaucoup mieux accompagner la souffrance que génère cet exercice professionnel. Sans quoi, il se passera ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'en trouve pas des professionnels. C'est peut-être un paradoxe. Aujourd'hui, on est confronté à cette réalité-là. Il n'y a pas de possibilité, parfois, de répondre à des besoins qui sont clairement exprimés d'aide, à compenser la vulnérabilité des personnes. Donc il y a là, à mon avis, un enjeu majeur que je n'entends pas beaucoup, d'ailleurs. Probablement ça va venir, puisqu'on est qu'au début de la campagne électorale, et que je n'entends pas beaucoup dans les programmes. Enfin, comme je vous le dis, je pense que tout ce qu'on est en train d'échanger va être intégré dans les programmes électoraux. Ce qui est possible, hein, le problème n'est pas que ça soit intégré, c'est que ça soit matérialisé après. Mais je pense qu'il faut même qu'on aille plus loin quand on réfléchit sur les nouvelles formes de solidarité, s'agissant, encore une fois, d'être d'accord sur le fait que nous avons augmenté le besoin de nouvelles formes de solidarité en créant des nouvelles formes de vulnérabilité. On en discutait avec des collègues aussi tout à l'heure. Je suis persuadé, et il y a eu quelques travaux qui ont été faits là-dessus, et puis alors donc j'apprends qu'il y a des expériences extrêmement intéressantes, que on pourrait même saisir paradoxalement le droit du travail en l'occurrence, pour pouvoir faciliter des nouvelles formes de solidarité. On parlait, vous avez beaucoup parlé, des aidants. Alors des aidants qu'on dit naturels parfois, mais qui ne sont peut-être pas autant que cela. Je ne sais pas si c'est vraiment aussi naturel que cela d'être aidant quand la nature est une contrainte. Je ne sais pas si mon propos est clair, c'est-à-dire que parfois on est contraint d'être aidant, au motif que c'est naturel. Ça devient compliqué, mon propos. Ce que je veux dire par là, c'est que la terminologie d'aidant naturel laisse à penser que comme c'est naturel, c'est facile. Et la réalité, c'est qu'être aidant dans notre société actuelle et dite moderne, c'est difficile et ça n'est pas forcément naturel. Et que celui qui dirait aujourd'hui « je n'ai pas envie d'être aidant parce que j'ai envie d'être moi-même et d'être dans la relation que j'ai eue dans le passé avec la personne », celui-là sera regardé non pas avec condescendance, mais le regard qu'on porterait sur lui serait tel qu'il serait obligé de culpabiliser un peu plus d'être aidant. Donc ça n'est pas si simple et on en est à tel point aujourd'hui que celui qui se trouve être aidant ne le dit pas qu'il est aidant. Celui qui, dans le monde du travail aujourd'hui, a un parent, un proche
qui est vulnérabilisé par le handicap ou la maladie, menacé dans son travail. Or, on parlait de Tanguy Châtel tout à l'heure, il avait mené à l'Observatoire des travaux sur cette question-là, où on montrait bien que l'entreprise et le monde du travail auraient tout intérêt à réfléchir sur une espèce d'adaptabilité du temps de travail lorsque les travailleurs, entre guillemets, sont confrontés à cette réalité de l'accompagnement d'un proche malade ou très âgé ou dépendant, entre guillemets. Parce que dans les faits, celui qui travaille en étant en plus aidant, dit naturel, entre guillemets, ne fait pas bien son travail. On ne peut pas forcément tout bien faire, voire il ne fait rien de bien. Et donc il y aurait lieu, à mon avis, de penser une évolution du droit du travail pour permettre et faciliter cette question. Et je pense que si nous pouvions mener des travaux un peu rigoureux là-dessus, on pourrait peut-être montrer avec certaines entreprises que tout le monde peut y gagner. C'est une entreprise gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on ne perd pas une vie sociale en gardant une partie de son travail, parce que il ne faudrait... ça aussi c'est une réalité, c'est que quand quelqu'un quitte son travail pour être aidant, il quitte aussi une vie sociale. Et que ça n'est pas bon d'être défait de sa vie sociale. Donc il faut arriver à trouver un mix entre tout cela, travailler moins, accompagner plus, pour pouvoir accompagner mieux. Et je pense que c'est à réfléchir sur le plan des nouvelles formes de solidarité officielles qu'on pourrait... je suis encore en train d'une fois de donner des conseils aux futurs candidats. De la même manière, hein, j'ai énoncé tout à l'heure qu'une autre forme de solidarité politique à la réalité vulnérable de certaines personnes. Je vous ai parlé de la précarisation générée par la chronicisation des maladies. Et je crois qu'il faudra quand même s'assurer d'un revenu minimum pour les gens qu'on contribue à maintenir en vie dans des situations précaires. Et ne pas le faire, ne pas y réfléchir est quelque chose qui, de mon point de vue, m'inquiète, ou nier cette réalité-là, qui n'est pas, alors nous l'avons montré dans certains travaux, hein, ça n'est pas peanuts, mais la réalité de la précarisation générée par les maladies chroniques est telle qu'il faut songer à comment maintenir l'insertion sociale des personnes que l'on précarise du fait des avancées de la médecine et des améliorations de la santé. Je terminerai mon propos par une réflexion qui, à mon avis, dépasse les recherches d'outils des nouvelles formes de solidarité. J'aurais pu vous parler des nouvelles technologies de l'information, de la communication, de ces NTIC pour aider à maintenir les personnes pas très seules. J'aurais pu vous dire d'ailleurs, et j'aurais dû vous dire aussi que non seulement notre société génère de la vulnérabilité, mais elle génère aussi beaucoup de solitude. C'est peut-être important que je le dise, là. Les travaux de l'Institut national des études démographiques ont montré que plus notre population vieillit globalement, plus elle génère de solitude. Et qui dit solitude renvoie, qui dit solitude plus vulnérabilité, renvoie à la nécessité de solidarité encore plus. Non, j'aurais volontiers envie de conclure sur la place que peut avoir la formation et l'éducation autour des questions dont nous parlons. Je trouve d'ailleurs que le colloque est organisé de cette manière-là. Tu me disais, on l'a appelé Carrefour. Et je trouve typiquement que c'est ce type de démarche qu'il faudrait faire, mais faire savoir ce que nous disons ici entre nous, certes n'est peut-être pas politiquement correct, ou politiciennement correct, parce que c'est politiquement très important, mais dans un sens politicien, c'est très dangereux, entre guillemets. Parler de précarité, parler de fragilisation, parler de vulnérabilité, parler de normes qui conduisent à exclure, littéralement, des personnes du fait de leur vulnérabilité, est quelque chose, effectivement, c'est une épine dans le pied, à mon avis, du politique, mais c'est à nous de le dire, me semble-t-il. Nous sommes, nous autres, les acteurs de la santé au sens large du terme, finalement, des acteurs de la résistance à une pensée normative qui ne verrait en l'homme que sa capacité à produire et être rentable. C'est à nous de défendre l'homme vulnérable d'une certaine manière. Et je pense que ça passe vraiment, vraiment par une politique qui intégrerait l'éducation nationale et la formation des acteurs de santé. Tout ce dont on est en train de parler ne fait pas l'objet ni d'éléments dans l'éducation nationale, ni dans la formation des acteurs de santé.
C'est quand même un paradoxe. On contribue à fabriquer de la fragilité, mais on continue à nier cette réalité en n'en parlant pas. Alors, comment voulez-vous qu'on en débatte si on ne l'introduit pas dans le champ de la formation et de l'éducation? Une anecdote pour terminer. Il y a quelques années, j'avais été chargé, Henri le rappelait tout à l'heure, de coordonner un plan de santé publique, un plan de développement des soins palliatifs, et j'avais demandé à ce qu'une mesure de ce plan soit une mesure qui concerne l'éducation, le monde de l'éducation nationale, et qu'on parle aux enfants, dans le milieu de l'école, entre guillemets, de la question de la finitude de l'homme, du fait que si on veut être des individus qui trouvent sens à leur existence, il faut bien que, pour que ce sens s'incarne, nous ayons une conscience pleine du fait que nous naissons et que nous mourrons. Et qu'entre ces deux temps, toute notre énergie doit être dépensée pour trouver du sens. C'est le propre de l'homme, entre guillemets. Sauf qu'on vit comme si on niait la finitude de l'homme, et que, certaines études l'ont montré, hein, dans les pays du nord de l'Europe, quand on nie la réalité mortelle de l'homme, on a beaucoup plus, dans les pays qui le nient totalement, de violence, au moment clé de l'existence, l'adolescence, etc., que dans les pays où on réfléchit, depuis le petit âge, à la relativité que nous incarnons, entre guillemets, la relativité de la vie, la relativité de nous-mêmes. Je vous dis ça parce que, je termine vraiment sur une question politique, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, donc c'était à une autre époque, hein, je pense qu'aujourd'hui on raisonnerait totalement autrement, nous avait reçus lorsque nous lui demandions son accord pour insérer une mesure d'un plan de santé publique dans l'éducation nationale, parler aux enfants de ce qu'il peut advenir ou de ce qu'il advient à tout homme, entre guillemets. Ce ministre en question, dont je t'ai bien entendu le nom, nous avait répondu « Vous n'y pensez pas, vous allez faire peur aux enfants ». Vous voyez, on est un peu dans ce paradoxe qui nous conduit à voir cette question de la vulnérabilité, penser la question nécessaire des solidarités, penser la nécessité d'en parler et être dans l'impossibilité de l'exprimer en dehors d'un cénacle, certes très important, mais quand même limité, alors que ce sont des questions, à mon avis, fondamentales pour notre société. C'est ainsi qu'on arrive aujourd'hui à entendre des réponses lorsqu'on parle de solidarité. On en discutait tout à l'heure avec Mathias Schell. Dans le monde des décideurs, entre guillemets, quand vous dites les questions des solidarités, c'est des questions transversales entre le monde de la santé ou entre les champs de la santé, le sanitaire, le social, le médico-social, etc. On nous répond, c'est vrai ce que vous dites, mais il n'y a pas de fongibilité des budgets. On ne peut pas mélanger les budgets. Mais qu'est-ce que c'est que cette réponse totalement idiote? Alors qu'on parle de solidarité, on nous répond fongibilité ou non-fongibilité des budgets. Vous vous rendez compte où on en est arrivé, quoi? C'est-à-dire qu'on n'est même plus capable d'entendre, littéralement, dans le monde des décideurs, ce que l'on est en train de dire. Il y a une nécessité de penser les solidarités, et puis il y a une réalité, c'est qu'on ne peut plus penser, manifestement. Donc je vous laisse penser à cela. Je vous remercie.